Vous venez de franchir les portes du Café de la Mouette, installez-vous confortablement. Ici, on va vous parler de bateaux, de voiles et de voyage. Mais c'est pas une mouette ça, c'est un goéland. Ouais, on s'en fout. Bonjour, bonsoir et bienvenue pour un nouvel épisode du Café de la Mouette. Le Café de la Mouette, comme vous le savez, c'est le podcast du magazine de French Sailor. Alors ce soir, je suis avec Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Valérie. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien, ce soir, nous allons aborder la notion du temps en mer, en voyage, et nous allons voir qu'elle diffère nettement de nos habitudes terrestres et de notre vie quotidienne. Cette nouvelle gestion, elle est à prendre en compte, elle s'adresse à tout type de planification de voyage, des longs, des courts, des tours du monde, des tours de la Méditerranée, peu importe. Et dedans, en fait, va entrer en compte la gestion du temps de la préparation, la gestion du temps au moment du départ, et puis d'être et de rester dans le bon tempo tout du long de notre voyage. Nous passerons en revue les éventuels points bloquants, ce qui peut nous retarder, et bien sûr savoir les anticiper. Et enfin, nous reviendrons sur quelques exemples adaptés à vos futurs parcours. Alors Valérie, on commence la gestion et notion du temps. Oui, tout à fait. Alors, pour rebondir un petit peu sur ce que vient de dire Stéphanie, il est vrai que la gestion du temps dans un projet de voyage en bateau, elle est fondamentale. Il y a beaucoup de projets qui sont faits et malheureusement, on se rend compte que, alors sans que ce soit pas bien, on se rend compte que des fois, les planifications qu'on avait fait, les projets qu'on avait faits ne collent pas vraiment avec ce qui est réellement fait. Et on se demande toujours un petit peu pourquoi, et c'est pour ça qu'on fait ce podcast aujourd'hui, pour vous apporter un peu des éléments de réponse et de vous donner un petit peu quelques tips pour que vous puissiez gérer mieux votre temps. Il y a un dicton qu'on utilise souvent qui dit que les projets dans les voyages en bateau s'écrivent dans le sable à marée basse. Voilà. Donc, la gestion du temps, la différence entre la vie au travail et la vie en voyage à la voile, déjà, c'est quelque chose de totalement différent. Pour l'exemple, notamment des gens qui vont travailler toute l'année comme tout le monde et qui vont prendre une année sabbatique, qui vont partir naviguer sur l'Atlantique. Généralement, c'est un tour de l'Atlantique, une petite boucle ou une grande boucle, on vous en parlera un petit peu plus tard. On se rend compte que le temps se passe vraiment différemment. Moi, j'ai souvent cette sensation quand on a eu des phases de voyage sans travailler. Alors, c'est pas arrivé souvent, il faut bien travailler pour gagner de l'argent, mais c'est vrai que c'est une sensation qui est très agréable, où en fait les journées sont des semaines, les semaines sont des mois, les mois sont des années, que lorsque on est au travail avec un quotidien, on travaille du lundi jusqu'au vendredi, on a nos samedis, dimanches, les semaines passent et les mois à une vitesse incroyable. Donc déjà, dans la notion du temps, il faut prendre en compte ça, et ça c'est une chose très agréable. J'espère que vous qui avez déjà navigué et fait des années sabbatiques, vous avez ressenti ça. Vous pouvez nous le dire d'ailleurs dans les commentaires, notamment si vous nous écoutez sur YouTube, vous pouvez nous laisser un petit commentaire de savoir justement si vous aussi, vous avez eu cette sensation de temps qui passe lentement, et du coup on a une qualité de vie qui est fantastique. Alors certes, on a une qualité de vie qui est fantastique, encore faut-il ne pas venir gâcher ça avec une mauvaise gestion du temps. Oui, donc comme tu le disais, effectivement, le temps s'écoule et s'égrène de façon très différente, ce qui, dans l'ensemble, est plutôt agréable. Ouais, tout à fait. Mais le temps passe quand même, et du coup, on a besoin de prendre en compte la gestion de ce temps qui passe dès la phase de préparation du bateau, afin de s'assurer qu'il soit prêt quand vous l'êtes, car un autre dicton, parce que ça va être la soirée dicton, rien ne sert de courir, il faut partir à point, il paraît, on me l'a souvent dit. Oui. Et c'est vrai que du coup, l'organisation de tout ce voyage, qu'il soit de quelques mois ou plusieurs années, va débuter avec la phase de préparation du bateau. Exactement, ça va même toucher les gens qui sont propriétaires d'un bateau et qui, pendant la durée de leurs vacances, vont partir avec leur bateau pour une semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire un mois de croisière, que ce soit en Méditerranée ou en Atlantique. La phase de préparation du bateau, elle doit être... C'est là que tout commence, c'est les fondations. C'est-à-dire que si vous avez 2 semaines de vacances, vous avez votre bateau, on va dire, dans le sud de la France, et que lorsque vous arrivez, il y a déjà 3 millions de trucs à gérer en panne qui ne fonctionnent pas, et ben vous allez passer la première semaine de vacances à bricoler, et du coup ça gâche un peu, et du coup la famille, ils sont déçus, ils râlent un peu, et ça met pas forcément une super ambiance. Donc la préparation, c'est fondamental.
Pour les gens qui partent en plus grand voyage, année sabbatique ou vraiment sans date de retour, là aussi il y a des pièges. Quand on part en année sabbatique, c'est comme des grandes vacances. Au lieu que ça dure 15 jours, ça va durer 12 mois. Et les précautions de temps sont les mêmes à prendre, étant donné que, en fait, si vous n'êtes pas dans le bon tempo et que votre bateau n'est pas prêt en temps voulu, ça va vous poser des problèmes toute la première partie de votre voyage. Il y a un autre piège aussi, ce sont les gens qui partent sans date de retour. Parce que voilà, ils ont les moyens de se dire, pour l'instant on ne travaille plus, ça peut être la retraite, ça peut être plein de choses. Et là, on peut se dire, on a le temps, et du coup, on prend trop de temps, on veut trop fignoler certaines choses, qui est bien, mais des fois la date de départ, on la repousse, et on n'arrête pas de repousser, et en fait on bricole, on travaille, on fignole, mais on ne va pas naviguer. Des fois, il faut accepter de lâcher prise, dire voilà, les fondamentaux de la préparation du bateau sont faits, il est temps de partir. Oui, alors tu mentionnais le terme être dans le bon tempo. C'est effectivement important au moment de la préparation et pour le départ, mais c'est également valable sur toute la durée du voyage, c'est-à-dire comment gérer son temps pour être en corrélation avec la saisonnalité, parce que ça c'est un autre concept très important. Et puis la notion du temps prend plus d'importance lorsque le temps de voyage global est limité. Comme tu disais, un voyage à la retraite où on n'a pas vraiment de date limite ou de date de retour, c'est un petit peu plus flex. Mais un départ sur un voyage de 12 mois parce qu'on a posé ses congés et qu'on a juste ce temps-là, ça va demander une plus grande rigueur. Donc rester dans le bon tempo tout du long. C'est ça. Et le bon tempo, il nous est dicté par la saisonnalité, par la météo, par le temps qu'il y a et la météo, quoi. Donc, si on n'est pas au bon endroit, au bon moment, pour pouvoir rejoindre l'escale suivante avec la bonne météo, on va se mettre des bâtons dans les roues. Ce qui est important, c'est de se fixer des projets d'escale et de visite qui soient le plus cohérents possible. Parce que souvent, on a tendance, c'est normal, à dire tiens, on va aller voir ça, j'aimerais voir ça, et puis là, il y a ça, et puis là, il y a ça. Et en fait, on se rend compte que sur le chemin, il va y avoir des petits couacs, des couacs météo et des couacs techniques qui vont nous retarder. Et dans la planification d'une année sabbatique à la voile, il faut prendre en compte cela. Alors, certains vont me dire, mais combien de temps il faut prendre ça va dépendre de comment vous avez réalisé votre préparation technique. Plus cette préparation technique aura été faite consciencieusement et simple, plus ça sera facile de réparer des petites choses plutôt que des grosses choses. Et puis en plus de ça, ça coûte moins cher. Pour la météo, il y a des grandes étapes. Je vais prendre l'exemple de la Méditerranée, un sujet que, avec Stéphanie, on connaît bien. Quand on quitte la Méditerranée, il faut être dans le bon tempo pour pouvoir passer Gibraltar et descendre en Atlantique, soit à Madère et Porto Santo, soit aux Canaries. Ça nous est dicté par la saisonnalité. Dans l'idéal, et il y a beaucoup de gens qui le disent, qui sont professionnels, il faut sortir de Méditerranée avant la fin septembre pour pouvoir bénéficier d'une météo et d'une saisonnalité dans laquelle on va trouver des fenêtres météo qui soient bien. Beaucoup de gens qui sortent de Méditerranée sortent de Méditerranée trop tard. Et là, le premier problème arrive généralement à Gibraltar. On arrive à traverser la Méditerranée tant bien que mal. Quand il n'y a pas de vent, on fait du moteur. Quand il y a beaucoup de vent, on attend un petit peu. Quand il y a ce qu'il faut, on navigue. Ça se passe. On fait des escales, on fait des marinas, on fait un peu de mouillage, ça se passe. Arrivé à Gibraltar, il faut aligner plusieurs fenêtres météo. La fenêtre météo pour traverser le détroit, en prenant en compte les courants et les orques. Mais il y a eux aussi, il ne faut pas les oublier. Et là, on est obligé d'avoir du vent portant, ce qu'on appelle l'alizé portugais, qui va de nord au sud, en gros, et qui va vous emmener comme une autoroute aux Canaries. Sauf que si vous sortez de Méditerranée trop tard, que vous arrivez, comme beaucoup de gens le font, au mois de novembre, alors c'est pas du tout impossible d'y aller, il y a plein de gens qui le font, mais par contre, la fenêtre météo, vous aurez peut-être plus d'attente pour trouver la bonne. Je me rappelle en 2022, on est resté... Bon, ensuite, on aime bien le coin, nous. Non, mais on avait envie de rester un petit peu du côté de Gibraltar. Mais c'est vrai qu'on a fait
Enfin, typiquement, en fait, c'est un bon exemple. On a modifié notre parcours. On voulait aller directement aux Canaries. Et les fenêtres météo étaient trop molles. Il n'y avait pas de vent. On a même vu des gens partir un matin. On avait hésité. On était prêts. On avait la bouffe, le gaz, l'eau. Et au dernier moment, tu m'as dit non, il n'y a vraiment pas de vent. Et effectivement, quand on a eu les nouvelles des gens qui étaient partis, ils ont fait 5 jours de moteur. Oh non, mais ça, c'est pas possible. Et du coup, on a adapté. Et ça prend un petit peu d'avance sur la suite du sujet. Mais voilà, on a adapté notre parcours en disant tiens, il y a une fenêtre pour descendre à Tanger. On n'avait pas du tout prévu s'arrêter au Maroc initialement. Il y a une fenêtre pour descendre à Tanger, on la prend et ensuite ça fait déjà un petit saut de puce quoi. Et ensuite on sera placé différemment et on pourra choper une autre fenêtre et c'est ce qu'on a fait et ça s'est très bien passé alors qu'on était déjà mi-novembre. Exactement, on était mi-novembre. Pourquoi ? Parce qu'on était parti début septembre de Bandol exactement. On a traversé la Méditerranée tranquille et on savait qu'on allait traverser tard, qu'on aurait de l'attente à Gibraltar peut-être pour trouver la bonne fenêtre météo, tout simplement par rapport aux orques. Parce que les orques, il y a un moment, ils commencent à remonter vers le nord. Donc plus on est tard dans la saison, moins il y a d'orques. Plus on est tard dans la saison, plus il y a de dépressions. Et entre les dépressions, des fois après les dépressions ou avant, il n'y a pas de vent. Donc il faut attendre d'avoir un petit peu ce qu'on appelle d'alizé portugais. En gros, c'est le retour de l'anticyclone des Açores qui va nous faire du vent portant. Et c'est pour ça qu'on a dû adapter. Donc d'être dans le bon tempo, il y a pas mal de critères à prendre en compte. C'est pour ça, ne faites pas trop de plans sur la comète des fois, parce que sinon vous risquez d'être déçus. Et c'est pour ça que c'est important de partir tôt et en se disant on est bloqué là, c'était pas prévu, c'est chouette. On va profiter du moment présent et du lieu où on est. Tout à fait. Après, ça n'empêche pas de se dire que y a le moment où il faut aussi avancer parce que selon la durée qu'on a devant nous pour faire un parcours, il y a des escales comme ça qu'on n'avait pas prévu qu'on fait et c'est génial parce qu'on découvre des endroits complètement inattendus. Et en face, par contre, il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, tic-tac, le temps lui passe, la saison avance et elle n'attend pas. Et à un moment, il faut avancer. Et c'est peut-être là où il y a du coup des escales que vous aviez prévues en vous disant chouette, là je vais y rester 3 semaines parce que j'ai vraiment très envie d'aller visiter. Et c'est celle-là que peut-être vous n'allez pas faire parce qu'en amont, il y a eu différentes petites choses qui ont retardé. Ensuite, c'est pas grave, ça fait aussi partie du voyage et de l'aventure et de la découverte et ça, c'est inhérent au projet à la voile. De l'expression, on voyage à la voile, les projets s'écrivent dans le sable à marée basse. Oui, même en Méditerranée quand il n'y a pas de marée. Et pour ceux qui partent de la façade atlantique ? Alors, les gens qui partent de la façade atlantique, quelque part, ils ont une... Alors, pour ceux qui partent de la façade atlantique et qui habitent sur la façade atlantique, ils ont une notion bien différente parce qu'en face d'eux, ils ont le golfe de Gascogne. Et quand on est breton et qu'on habite en Bretagne, normal pour un breton ou même sur la façade atlantique, si on est vendéen, on comprend très rapidement qu'il y a un moment, la machine à dépression se met en route et que là, ça va pas du tout être cool de partir. Alors, on a des amis qui ont traversé Gascogne en octobre. Ça s'est bien passé. Mais par contre, si vous le faites plus tôt dans la saison, ça sera plus simple. Et si vous passez à octobre, alors encore une fois, il n'y a rien d'impossible, mais ça se trouve, vous allez attendre longtemps pour trouver une fenêtre maniable. Ensuite, chacun son curseur, chacun son bateau, parce que si vous avez un bateau de 11 mètres et que vous êtes relativement novice, le golfe de Gascogne, c'est pas la même chose que si vous avez un bateau en aluminium de 50 pieds et que vous avez déjà fait 3 tours du monde. C'est pas la même chose, Gascogne. Bref. Donc, pour les gens qui habitent sur la façade atlantique, en fait, eux, contrairement à j'ai envie de dire nous, Méditerranéens, même si en fait on est Méditerranéens d'adoption, il y a une meilleure conscience et du coup les gens partent plus tôt. Nous qui passons énormément de temps aux Canaries, parce que comme vous l'avez sûrement déjà compris, nous vivons et nous naviguons aux Canaries, on voit bien que les premiers arrivés, c'est les Nordiques, c'est les Vikings, Norvégiens, Suédois, Anglais, tout ça arrive tôt, les Français, et les derniers arrivés, c'est les Méditerranéens. Ah, toujours, mais c'est vrai que ceux qui partent du nord de l'Europe, ils ont encore plus de contraintes, parce qu'avant de passer Gascogne, il faut déjà passer la Manche, voir la mer du Nord. Ah ouais, c'est pas la même chose. Ils sont obligés dès le printemps, dès que, j'allais dire la fonte des glaces, j'exagère un petit peu, mais c'est vrai. Non, là j'exagère. Mais et puis malheureusement, il y a même peut-être un peu moins de neige maintenant qu'à une époque, mais peu importe. Mais de descendre déjà toute la partie nordique
de passer la pointe de la Bretagne avant de commencer à s'occuper du sud de la Bretagne et effectivement du golfe de Gascogne, tout ça, ça se fait en été. Donc de toute façon, ils sont obligés, c'est peut-être justement la chance et la malchance des Méditerranéens, c'est-à-dire que dans le nord, ils n'ont pas le choix. S'ils partent pas tôt, ils n'arriveront pas à destination dans les temps. Alors qu'en Méditerranée, on a le temps, on visite la Corse, on visite les Baléares et parfois on arrive un peu limite. Il y a des fois aussi, il faut pas oublier que la Méditerranée, quand ça se déchaîne, c'est pas une partie de plaisir. Parce que les coups de tram, les coups de Mistral, déjà pour quitter les côtes françaises, il y a des fois tu te dis mais je vais partir quand ? Quand tu arrives au mois de novembre et que ça fait un coup d'est, un coup d'ouest, c'est un coup de nord, mais ça n'arrête jamais, c'est vraiment pas simple. Et puis à l'automne, enfin même déjà dès la fin du mois d'août, et ça c'est pas une nouveauté, il y a une saison assez orageeuse en Méditerranée occidentale qui peut être bloquante aussi et qui peut même jusqu'au mois d'octobre, ça nous on être inquiétante. Oui, on l'a vu. Les Baléares, août, septembre, octobre, c'est merveilleux. Merveilleux, les orages, c'est incroyable. Les mouillages surpeuplés. Ouais, c'est pas toujours simple. Si vous vous intéressez à la météo, et c'est ce que je vous souhaite, dans le magazine de French Alors, nous avons créé un article qui traite justement de ce tempo, de cette saisonnalité pour pouvoir sortir de Méditerranée ou partir de la façade atlantique pour rejoindre ce qu'on appelle les îles de l'Est de l'Atlantique, c'est-à-dire Madère, Porto Santo, les Canaries. On a inclus aussi le Maroc dans notre article et qui vous donne un petit peu tout ça. Oui, c'est dans le numéro 4 du magazine. Alors abordons quelques exemples concrets de choses qui peuvent vous bloquer, vous retarder ou même vous obliger à changer vos plans. Parce que des sujets, il peut y en avoir autant qu'il y a d'équipage en mer, mais dans les points principaux qu'on peut anticiper pas trop mal, il y a déjà les aléas météo. Alors c'est ce qu'on vient d'évoquer. C'est donc tous ces aléas météo qu'il faut vraiment prendre en compte. Donc il faut toujours prendre de la marge, se dire que quand on arrive sur une escale, peut-être qu'on va y rester un peu plus longtemps. Oui, alors effectivement, le sujet de la météo est un des points qui peut être assez bloquant, mais dans les autres exemples de choses qui peuvent vous retarder, voire vous obliger à changer vos plans, il y a également les problèmes techniques inattendus. Alors, les problèmes techniques inattendus, mais souvent répétitifs, parce que c'est vrai que lorsqu'on est à Gibraltar ou aux Canaries, on voit constamment les mêmes problèmes techniques chez les plaisanciers, qui sont les problèmes d'énergie, les problèmes de pilote, éventuellement les problèmes de gréement, mais c'est déjà plus rare, mais c'est essentiellement des problèmes d'énergie, c'est-à-dire batteries qui n'étaient pas suffisamment bonnes pour partir. On n'est pas obligé forcément de changer ses batteries avant de partir. Si elles sont bonnes, elles sont bonnes. Mais il faut être sûr qu'elles soient bonnes. Il peut y avoir des problèmes souvent de surconsommation. C'est-à-dire que les batteries ont été changées, mais par contre, elles ne font pas le job parce qu'elles sont sous-dimensionnées. Et le troisième point par rapport à l'énergie, c'est souvent la charge. Mauvaise optimisation de charge solaire, alternateur ou autre. Du coup, on arrive aux Canaries, on ne comprend pas, on dit oh là, ça a été la galère, on n'avait pas assez d'énergie. Donc ces problèmes techniques et ces ajustements sont souvent là pour vous faire perdre du temps et malheureusement parfois de l'argent. Je me rappelle de cette petite famille qui est arrivée sur un bateau où vraiment c'était compliqué. Ils rechargeaient constamment avec un groupe électrogène de marque américaine. Il y a un problème de pièces, mais il avait réussi à la récupérer d'un gars qui venait des États-Unis. Enfin, une histoire improbable. Mais tout ça, ça fait perdre du temps. Donc, sachant ça, on en a parlé tout à l'heure, les fondamentaux de la préparation. Dans les fondamentaux de la préparation, il y a bien sûr tout ce qui est énergie et pilote automatique. Alors, pourquoi des pilotes automatiques ? Parce que souvent, on fait un peu trop confiance à nos pilotes et souvent, on a des petites lacunes sur le réglage et l'équilibrage de notre bateau sous voile et les pilotes travaillent trop. Vous achetez un bateau des années 90, 2000, peu importe, voire même plus ancien. Le pilote automatique qui est là, il a X années. Ils sont des fois même un peu anciens. Alors, en fait, il y a des pilotes. Enfin, moi, je trouve qu'un pilote, c'est quelque chose de relativement fiable. Mais par contre, quand on n'a pas d'historique de comment il a été utilisé, il y a des fois, c'est sur une traversée, dans la houle, avec du vent portant, où on se laisse un petit peu, on est un peu trop détendu sur le réglage des voiles, et ça tire, et à un moment, il y a des choses qui peuvent lâcher. Alors, aux Canaries, je m'en rappelle, c'était en 2018, à Las Palmas, j'avais vu dans un magasin
des étalages entiers de pilotes automatiques. Je me dis, mais c'est pas possible, ils vont pas vendre tout ça. Et j'avais discuté avec un vendeur, mais si, on va tout vendre. Et effectivement, ils ont tout vendu. Donc c'est ça. Et en discutant avec les professionnels, les artisans qui sont sur place, on voit toujours les mêmes choses arriver. Énergie, électronique, charge solaire, pilote automatique, donc c'est l'électronique, et aussi, bien sûr, malheureusement, moteur. Donc, encore une fois, une bonne préparation vous permettra, quand vous arrivez aux escales, de gérer votre temps pour aller vous promener et visiter, plutôt que de chasser les artisans pour pouvoir leur donner votre argent. Oui, là, les problèmes techniques, il y en a de tellement de sortes. Il y en a qui sont vraiment mineurs, mais il y en a quelques-uns qui vont vraiment vous faire perdre, ou même vous immobiliser, n'est-ce pas, pendant un mois, au lieu d'aller faire du mouillage. On en a connu un assez récemment. Et voilà, ça arrive, et plus le voyage est long, plus il y en a. Parce que par contre, c'est sûr que sur un voyage de quelques mois, avec une bonne préparation, c'est mathématique. Il y en aura moins que si vous faites un voyage de plusieurs années. Ouais, ceux qui nous suivent sur Instagram, on a eu des déboires avec notre guindeau. On était à Lanzarote et on pensait qu'on allait pouvoir faire plein de choses. On n'avait que 2 mois de navigation cet automne. Et on n'a quasiment pas navigué parce qu'on a notre guindeau qui nous a lâché. Il a fallu recevoir la pièce, l'installer. Ça a pris du temps, bref. Eh oui, tous ces aléas. Alors parmi les sujets, on va dire, qui sont faciles, on va dire plus faciles à anticiper que d'autres, on a donc pointé la météo et les problèmes techniques. Mais il y a également, et ça on a eu de nombreux témoignages sur ce sujet, donc on voulait le partager avec vous, il y a l'accueil de la famille et des amis à bord pendant votre voyage. Ah oui, le fameux facteur humain. Alors, lorsqu'on débute, qu'on n'a pas forcément fait de grands voyages dans sa vie, on achète un bateau, on le prépare, on en parle à la famille, aux amis, on va traverser l'Atlantique, on va aller aux Antilles, avant on sera aux Canaries, on va aller au Cap-Vert, c'est génial, et ça donne envie à tout le monde. Oh là là, vous avez trop de la chance, c'est trop génial, j'aimerais bien venir vous voir, mais oui, bien sûr, viens nous voir. Ça y est, le premier domino est tombé. Alors, l'accueil des familles et des amis à bord peut se passer comme un enchantement, comme il peut poser problème. Pourquoi ? Vous devenez un marin, vous devenez quelqu'un qui quitte la terre pour voyager et vivre en fait sur les éléments, avec les éléments. Quand vous vous déplacez avec le vent et vous devez naviguer dans des conditions météorologiques qui soient acceptables. Lorsque vous accueillez la famille ou que vous faites venir des amis, eux, ils ont des dates de vacances. Ils travaillent du lundi au vendredi, ils ont des congés payés et des RTT. Ils ne sont pas du tout câblés, sans que ça soit péjoratif, mais ils n'ont pas forcément ces notions-là. Si ce sont des gens qui ont l'habitude de voyager, de naviguer à la voile, ils vont prendre ça en compte. Mais par contre, s'ils sont totalement néophytes, ils vont se dire, avec les enfants, on part voir les amis sur leur bateau aux Canaries de telle date à telle date. Est-ce que vous y serez aux Canaries de telle date à telle date, ou est-ce que vous serez encore coincé à Gibraltar ? Et souvent, ce qu'on observe, notamment aux Canaries, qui est un endroit un petit peu spécial au niveau météorologique, on va faire plusieurs îles. Donc on arrive par exemple, un exemple tout bête, à Lanzarote, on va faire Fuerteventura, Grande Canaria, après on revient à Lanzarote. Ok, jusque-là, ça peut aller. Des fois, le retour est un peu plus compliqué. Et encore, Las Palmas, Lanzarote, ça peut aller. Mais il faut vraiment prendre en compte que les gens qui viennent vous voir n'ont pas cette notion-là. Et que vous avez travaillé, vous avez économisé, vous avez bricolé sur votre bateau pendant des semaines, peut-être des mois, peut-être des années, et que certaines étapes risquent d'être malheureusement gâchées parce que vous avez de la famille ou des amis qui vont venir et il va falloir respecter leurs heures d'arrivée, jours d'arrivée en avion, et pareil pour leur départ. Il faut vraiment planifier ça au mieux. Renseignez-vous. Généralement, les gens, ils viennent... Alors, pour les Méditerranéens, encore une fois, on vous aime les Méditerranéens, vous inquiétez pas. Nous, on est des anciens sociotadins. Il y a la Corse. La Corse. On met le bateau à l'eau, ça y est, on est au mois de juillet, on va commencer. Allez, on part en Corse. Et en Corse, c'est le défilé des copains, des familles, etc., etc. Et pendant ce temps-là, le temps s'écoule, la météo change, on s'en rend pas compte, et on arrive en octobre, la météo change. Oh, même déjà fin août. Oui, les orages, tout ça, machin. Oui. Alors qu'en fait, c'est sûr que si on met le bateau à l'eau en juillet, la Corse, on aura le temps d'y aller un autre jour. Elle est là, la Corse, elle nous attend, elle nous aime, elle nous tend les bras. Partez, allez-y,
franchement. Et faites venir vos amis une fois que vous serez quelque part. Alors nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est-à-dire qu'on fait venir des gens, pas beaucoup, mais si on doit faire venir des gens, on leur dit de venir quand on est quelque part et qu'on sait qu'on va y rester. Oui, c'est si on sait vraiment qu'on vient de se mettre dans une marina pour les 2 prochains mois. Ouais. Là, ça commence à devenir... Déjà, ça permet aussi aux personnes qui veulent venir nous voir de planifier, ou même nous, quand on a besoin de rentrer en France, de le planifier, parce que la limite du plaisir de partager des moments en mer avec les proches, elle arrive quand on est sur une île, qu'on doit rejoindre une autre île pour être près de l'aéroport où ils sont supposés arriver, parce que ça fait 2 mois qu'ils ont réservé leur billet d'avion, et où en fait, il y avait une super météo pour aller ailleurs, et qu'au lieu d'aller ailleurs, on va retourner sur l'île d'avant, voir... Comme tu disais, il y a des fois où les passages sont possibles, mais il y a des fois où on va se retrouver dans des mauvaises conditions de navigation pour aller attendre la famille ou les amis devant l'aéroport. Et ça limite un petit peu. Alors, c'est pas grave quand on a beaucoup de temps devant soi. Par exemple, on a la retraite, les petits-enfants viennent. On sait que c'est les vacances scolaires. Ça, c'est mieux anticipé. Mais quand c'est un voyage de 12 mois ou même de 8 mois, c'est beaucoup plus frustrant. Et c'est là où le plaisir peut tendre à des effets un petit peu plus néfastes. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous accueillez des gens qui viennent et qui sont en vacances, ils ont un temps sans contrainte, parce qu'ils sont en vacances de 1 semaine, 10 jours, 2 semaines, 3 semaines. Vous êtes en année sabbatique et vous avez 2 contraintes, c'est la météo et tout ce qui est aspect technique sur votre bateau. Et donc, vous n'êtes pas dans la même temporalité, vous n'êtes pas dans le même tempo, en fait, et c'est ça à prendre en compte. Le problème sur un tour de l'Atlantique se pose surtout sur les Canaries. Pourquoi ? Parce que pour ceux qui ont déjà navigué un petit peu aux Canaries, traverser l'archipel d'est en ouest, l'archipel des Canaries s'étend en gros sur une diagonale, ça va partir du nord-est jusqu'au sud-ouest, ça se fait. On arrive à trouver, il y a des fois c'est un peu bumpy, mais ça peut aller. Par contre, de traverser l'archipel dans l'autre sens, contre les vents dominants et contre le courant dominant, là, ça peut être beaucoup plus compliqué. Et des fois, pour quitter, par exemple, vous êtes dans le sud de Tenerife, vous voulez retourner à Las Palmas, mais des fois, ça peut prendre longtemps avant de trouver une bonne fenêtre météo. Très longtemps. Alors, heureusement, petit tips, on est là pour ça, aux Canaries, il y a des ferries qui sont à des prix abordables. Et si vous avez des amis qui viennent vous voir, ils peuvent très bien arriver, par exemple, à Lanzarote. Ils avaient prévu de repartir de Lanzarote. Vous allez jusqu'à Grande Canaria, il y a des ferries. Il y a des ferries qui vont les déposer à quelques kilomètres de l'aéroport. Mais bon, ça peut créer des tensions. On n'avait pas prévu cette dépense. Et puis, il va falloir payer une chambre d'hôtel ou un Airbnb en arrivant à Lanzarote parce que l'avion est le lendemain. Donc, les Canaries, c'est un endroit où il faut vraiment organiser au mieux. Les Antilles, c'est beaucoup plus simple. Alors déjà, pourquoi ? Parce qu'il y a des îles françaises où les avions arrivent, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin. Et la météo, en règle générale, va être un peu plus simple. Les distances inter-îles sont plus courtes qu'aux Canaries. Les canaux, ce qu'on appelle les canaux, c'est-à-dire les espaces de mer qui est entre le nord d'une île et le sud de l'autre, c'est plus léger. Aux Canaries, à part pour Lanzarote et Fuerteventura, où il y a, je crois, 5-6 000 nautiques, je ne me rappelle même plus. Il n'y a pas grand-chose. C'est rien, mais sinon, c'est 50 000 nautiques. Donc, si vous voulez accueillir de la famille et des amis, déjà, ne le faites pas trop. Ne dites pas, ça y est, on va accueillir des gens à chaque escale, parce que ça risque vraiment de vous poser problème et de vous retarder. Je me rappelle, j'avais connu une petite famille où ils étaient partis pour un tour du monde, qui malheureusement pour eux s'était arrêté aux Canaries, où c'était une famille recomposée et ils avaient les enfants que pendant les vacances scolaires. C'était, d'un point de vue gestion du temps, c'était juste l'enfer. On a eu d'autres amis aussi, il y avait une garde partagée, c'est pareil. Les enfants étaient sur le catamaran et ils devaient être envoyés à leur père à chaque escale. L'enfer. Pour peu que les parents s'entendent pas très bien, ça peut tourner au désastre. Donc voilà, en gros, ça c'est pour le petit chapitre famille et amis en visite. Ça peut être aussi des équipiers qui viennent vous rejoindre pour faire une traversée entre les Canaries et le Cap-Vert, ou pour faire la Transat, qui ont posé des congés. Sauf que les congés, la météo ne suit pas les congés.
En fait, les deux problèmes initiaux, météo et technique, vont aussi peser dans la balance par rapport à ça. C'est-à-dire que même si on a tout bien planifié et que ça se déroule bien et qu'on est au bon endroit au moment où les gens arrivent avec leur avion, ou là, ils doivent repartir ensuite avec leur avion, en face, si on a un problème technique qui nous a coincés à l'escale précédente, il faudra forcément qu'ils s'arrangent. Alors effectivement, comme tu disais, des fois en plus, il y en a qui peuvent... ça peut les contraindre un petit peu à faire des frais supplémentaires, ce qui ne va pas être agréable. Mais vous, si vous avez un problème technique et que vous êtes bloqué à un endroit, c'est comme ça. Et effectivement, des gens qui ont eux-mêmes déjà navigué ou peut-être fait d'autres activités où ils dépendent de la technique pour avancer, ils vont être plus enclins à comprendre ce genre de contraintes. Exactement. Je me rappelle aussi un autre exemple. Là, on est sur des vacances de 15 jours, départ du sud de la France, on part en Corse et on revient. Et c'était des gens qui étaient débutants, qui voulaient découvrir la voile. Ils sont partis avec un gars qui faisait du click and boat, en fait. Même s'il était très compétent, il n'était pas professionnel. Ils sont partis en Corse, tout s'est bien passé. Et pour le retour, levée de Mistral. Et là, il faut rentrer, parce qu'il avait un autre groupe à récupérer, donc il fallait rentrer. Donc le retour, c'est pas long, je crois qu'on est sur 80 000 nautiques, mais c'est fait dans un temps dantesque, contre le vent, contre la mer. Et ils sont arrivés dans le sud de la France, ils étaient partis pour découvrir la voile. Madame, elle a dit, plus jamais. Et voilà, c'est terminé. Et quand bien même la peur ne s'inclut pas en plus de ça dans l'équation, il y a aussi le risque de casse, parce qu'en fait, vous pouvez avoir un bateau nickel, et parce que vous allez prendre une mauvaise fenêtre météo, parce qu'il y avait une contrainte d'avion, de n'importe quoi, là vous risquez d'abîmer quelque chose que vous n'auriez pas abîmé en temps normal. Et si la note en plus elle est élevée derrière, ça énerve passablement quand même. Et on a aussi des beaux exemples. Par exemple, je vais prendre l'exemple de nos amis du bateau Cormec, qui cet été se sont rendus aux Açores et qui avaient rendez-vous avec des amis qui venaient les voir. Et ils avaient bien anticipé, ils étaient partis, alors ils étaient aux Canaries aussi, ils sont montés à Madère, Porto Santo. Ils ont quitté Porto Santo suffisamment tôt pour arriver aux Açores suffisamment tôt et accueillir leurs amis. Et ça s'est correctement passé. Voilà, mais avec beaucoup d'anticipation et avec des gens qui ont beaucoup d'expérience, on les embrasse. Oui, on a heureusement des bons exemples aussi. C'est simplement... L'idée, c'est pas tant de dire ne faites pas, c'est de dire anticipez bien. Parce que d'anticiper bien, ça évite les différentes problématiques que Valérie a citées et les exemples qu'il a notés. Voilà, donc le mot est plutôt l'anticipation, pour éviter un subtil piège. Alors, comme tu nous en parlais un petit peu plus tôt, moi je voulais qu'on vienne sur le point de tes exemples illustrés dans le magazine numéro 4 aussi, sur petite boucle ou grande boucle. Alors oui, quand vous planifiez une année sabbatique au départ du continent, peu importe où, Méditerranée ou façade atlantique, vous pouvez décider de faire le tour de l'Atlantique en passant par les îles de l'Est de l'Atlantique, Madère, Porto Santo, les Canaries, Cap-Vert, traverser l'Atlantique, passer quelques mois aux Antilles, ce qui est super agréable, puis repartir, faire un stop aux îles Vierges par exemple, attention à votre porte-monnaie, tout coûte cher là-bas, et retour par les Açores, et après soit vers la Bretagne, soit vers Gibraltar pour rentrer pour les Méditerranéens. Ça c'est la grande boucle. Pour ceux qui ont pas envie d'avoir un tempo aussi important, de dire ouais on va bouffer des milles, etc., qui n'ont pas comme objectif de traverser l'Atlantique. Il y a des gens, ça leur fait kiffer de traverser l'Atlantique parce que c'est quand même quelque chose qui n'arrive pas tous les jours dans une vie. Ah non, c'est officiel, je l'ai traversé. Voilà. Et en fait, c'est vrai qu'il y a l'attraction de traverser l'Atlantique, qui est une fantastique expérience, et aussi d'aller aux Antilles. Mais il y a des gens, en fait, ils ont dit non, j'ai pas envie de manger des milles. Nous, on a l'exemple de nos amis de la famille Cocodello, donc un monocoque de 41 pieds, papa, maman et 5 enfants. Jean-Baptiste, lui, travaille dans la marine marchande, donc il n'est pas souvent là. Eux, l'année sabbatique, c'était pour faire du bateau, pour voir des belles destinations, mais surtout pour être ensemble. Donc ils ont décidé de ne pas traverser l'Atlantique, de faire ce qu'on appelle la petite boucle. Ils ont fait un parcours qui était merveilleux. Ils ont quitté la Bretagne, ils sont descendus, tom. Ils ont fait les Madères, Porto Santo, etc. Eux, ils n'ont pas été aux Açores, mais ils ont fait le Maroc. Ils sont rentrés en Méditerranée, ils ont fait la Méditerranée.
Et ils sont rentrés en Méditerranée, ils ont sorti le bateau, ils l'ont vendu et ils sont rentrés à la maison. C'était génial. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément envie d'aller traverser l'Atlantique, d'aller aux Antilles, d'avoir plus de temps sur les archipels de l'Est de l'Atlantique, vous pouvez faire ce qu'on appelle la petite boucle. Et ça marche aussi dans l'autre sens, parce qu'on peut sortir de Méditerranée, passer par éventuellement le Maroc, oui. les Canaries, oui. remonter à Porto Santo et à Madère. Oui. Et puis il y a la période, notamment au printemps, pour aller jusqu'aux Açores. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de traverser l'Atlantique pour aller aux Açores. Ça marche aussi par l'Est. C'est ça, et éventuellement, soit de redescendre par la côte portugaise, alors toujours attention aux orques, ou bien de s'arrêter en Bretagne. Parce qu'il y a une autre option, c'est aussi de s'arrêter en Bretagne et peut-être de prévoir le voyage suivant en Grande-Bretagne. Ouais. Allez savoir, il y a plein d'autres belles choses. C'est ce que tu as envie de faire, toi. Ah oui. Alors, exception faite, je précise, du Cap-Vert. Alors, c'est pas que c'est impossible de descendre au Cap-Vert et de remonter. C'est juste que remonter du Cap-Vert contre le vent et le courant, franchement, attirer des bords sur 800 000 nautiques, c'est pas forcément drôle. Donc, généralement, sur la petite boucle, ça sera les archipels de l'Est Atlantique, mais sans le Cap-Vert. Alors, vous pouvez aller voir l'article, il y a les distances, il y a les temps de navigation, il y a la météo en règle générale, avec vous pouvez aller là à tel moment, etc. Mais les distances sont pas immenses. Par exemple, quand vous êtes à Madère et que vous voulez monter aux Açores, il y a 4 jours, selon les bateaux, on va dire 4 jours en moyenne. 4 jours, entre 4 et 5 jours de navigation. C'est pas beaucoup, c'est tranquille. Voilà. Oui, ça reste des navigations un peu moins engageantes. Alors, il faut quand même des moyens de communication, il faut quand même un radeau de survie. On est quand même en hauturier, mais effectivement, c'est un petit peu moins engageant que une fois arrivé au Cap-Vert, où là, l'option de transater est à peu près une des dernières qui nous reste, et c'est quand même minimum 2 semaines. Quoi. Exactement, quand on a un bateau rapide, 2 semaines. Voilà, je pense que nous avons fait à peu près le tour de ce sujet, qui est important, en vous rappelant la chose primordiale, c'est que quand on part et qu'on a la chance de ne pas avoir travaillé pendant plusieurs mois, le temps devient extrêmement qualitatif. Donc ne vous le gâchez pas avec des contraintes qui vont venir vous le gâcher, comme des problèmes techniques ou des problèmes météo. Oui, eux viendront quand même. Hein. Oui, ils viendront quand même. Mais bon, voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un petit like. Si vous nous regardez, enfin, vous nous écoutez sur YouTube, vous pouvez nous laisser un commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Et bien sûr, si vous voulez nous aider à faire grandir notre communauté autour du magazine de French Sailor et du Café de la Mouette, vous pouvez partager ce podcast sur vos propres réseaux sociaux. Je pense qu'on a tout dit, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne navigation. Et à la semaine prochaine.